Le maire de Viry, dans d'autres interviews, évoquait des animaux. Je pense que, du coup, le point de vue moral ne nous aide pas à comprendre. Pas comprendre pour absoudre, pour dire ce n'est pas un problème, mais comprendre pour analyser. Et si on n'analyse pas les événements, si on ne fait pas donc ce travail sociologique, la difficulté, c'est que du coup, on n'agit pas efficacement. Donc oui, il y a des raisons à trouver. Ça, c'est ma première remarque. La seconde, c'est que, bien sûr, une violence verbale, c'est une violence. Mais il y a une série de gradations, il y a une série de seuils, parce que sinon on entre dans la théorie, vous savez, qui vole un œuf vole un bœuf. Finalement, tout se vaut. Alors il faut, mais justement, je pense qu'il faut bien se dire que l'autorité, les problèmes au sein d'un établissement scolaire, par exemple, les problèmes éducatifs ou tenir sa classe, le fait qu'il y ait du silence dans une classe quand on fait cours, ça n'est pas du même niveau, à la même échelle que le déferlement de violence auquel on vient d'assister. Il reste que on est passé, si je puis me permettre, d'histoires de violence à l'école qui ne sont pas forcément nouvelles. Je crois qu'on a tous connu des affaires de raquettes, des affaires de violence dans l'école, des affaires de bagarres. Là, ce qu'on a vu cette semaine, je pense à Viry-Châtillon, mais je pense aussi à ce qui s'est passé à Montpellier. On a frappé pour tuer. Je vais dans votre sens. Vous parlez de nuances et de gradation finalement de cette violence. Tout à fait. Ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois, on nous dit l'établissement est calme. Même à Montpellier, vous avez un établissement REP+, donc qui est bien classifié par l'administration comme présentant beaucoup de difficultés sociales et on l'imagine autres. Il y a cette idée que l'établissement est calme. Moi-même, j'étais pendant 20 ans dans un lycée dont une partie du recrutement était de type prioritaire dans le Val-de-Marne. Quand j'allais dans mon établissement, j'avais pas de sentiment d'insécurité. Jamais. Donc on peut très bien, et en même temps, il y a 14 ans, il y a eu un événement grave, on a eu on s'est arrêté pendant une semaine, les médias nationaux en ont parlé, donc vous voyez, vous pouvez avoir d'un seul coup, alors que tout semble tranquille, d'un seul coup ça ressort. Quelquefois on demande à l'école de résoudre des problèmes de société plus généraux, elle a déjà du mal à résoudre ses propres problèmes. Donc il y a 3 phases pour moi sur les rapports entre les établissements scolaires et leur environnement. Dans les années 1970, on a une vision un peu utopique, on veut ouvrir les écoles sur leur environnement, les bâtiments qu'on construit, il y a un exemple fameux à Évry, on construit des écoles au milieu de la cité, sans aucune grillage, sans barrière ni quoi que ce soit. Et puis on se rend compte qu'il y a des intrusions, que le climat change aussi, parce que la crise économique, la pauvreté persistante génération après génération, ça produit pas des effets positifs. Et donc à partir des années 1980, on a le réflexe inverse, on va refermer l'école, on va mettre des grilles. Je sais que par exemple le lycée Chériou est un bon exemple, à Vitry, c'était à côté du mien, ce lycée était étalé sur plusieurs parties d'un parc. Du coup, il y a eu des problèmes de violence parce que les élèves devaient traverser le parc pour aller en cours, et aujourd'hui, il est en train d'être reconstruit. Donc, on est en train de se dire, il faut effectivement sécuriser les établissements scolaires, mais la 3e phase, à mon avis, dans laquelle on arrive, c'est que l'école ne peut pas, le système scolaire ne peut pas vivre tout seul. Et donc, on le voit, par exemple, pour le collège, il faut quand même tenir compte des abords, enfin, il faut travailler avec l'environnement. Se refermer et travailler seul, qu'il n'y ait pas de lien entre les établissements scolaires et les services sociaux est un vrai souci. Des questions géographiques essentielles sur la place de l'école dans la ville. C'est passionnant. Laurent Fragerman, on a effectivement entendu beaucoup de récupération politique, mais des propositions aussi, des propositions de plus de fermeté, d'autorité, de sanctions ces dernières heures, ces derniers jours. Michel Fize nous dit plus de liberté, plus de démocratie. Alors bien sûr, mais on est d'accord là-dessus, c'est les deux en fait. C'est-à-dire il faut du répressif et il faut de l'éducatif. Et si on oublie l'éducatif, eh bien on fait comme aux États-Unis, on se retrouve avec de plus en plus de prisons, de plus en plus de jeunes emprisonnés et un cercle vicieux. Parce que la prison, c'est aussi l'école du crime, il faut bien le dire. Donc s'il n'y a pas d'éducatif, on échoue. Je voudrais quand même ajouter que la crise des services publics est importante, et surtout les services publics de proximité, ceux qui s'occupent du quotidien des gens. Pas assez de policiers, souvent on le dit, notamment sur ce terrain. Pas assez de magistrats. Être magistrat pour les enfants, aujourd'hui c'est une sinécure. La protection judiciaire de la jeunesse, les services sociaux. Donc finalement, d'un seul coup, quand vous avez une crise, quand vous avez un problème, on se réveille, tout le monde se réveille, il dit mais qu'ont-ils fait Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient 200 dossiers à gérer pour une personne. Alors, on a parlé d'une école, soit de l'école bunkérisée, sanctuarisée, soit de l'école ouverte aux 4 vents, si j'ose dire. Il y a d'autres vents.
des vents contraires par rapport aux pédagogues qui arrivent dans l'esprit de nos enfants, en tout cas dans leur téléphone. Il faut quand même qu'on pose la question du numérique et celle des réseaux sociaux, ce qui est peut-être là l'évolution majeure par rapport aux autres épisodes où avec cette violence, on va quand même revenir sur cette question des réseaux et du numérique, où d'ailleurs se sont organisés, je pense au cas de Montpellier, où la rencontre entre les agresseurs de la jeune Samara s'est organisée, ça a été prémédité sur les réseaux sociaux, si j'ose dire, et les réseaux, le 30-18 dit que les appels en la matière sont quotidiens. Il faut clairement agir. En fait, on le sait, et notamment c'était flagrant avec les émeutes de l'été dernier. Où bien sûr qu'il y a eu des propositions politiques disant il faut couper. Faut couper certains réseaux sociaux momentanément. Ça a été beaucoup critiqué, il y a eu beaucoup de dérision à ce sujet-là. Mais la réalité, c'est que même s'il y a toujours des solutions pour contourner, quelquefois des réseaux sociaux les plus populaires, il faudra bien agir. De toute façon, je pense qu'on va y venir parce que on est en train de laisser. Mais oui, on est en train de laisser. Et plus on tarde, pire c'est. Je voudrais rajouter que sur le sentiment d'impunité qui est possible chez certains élèves, moi je suis intéressé de voir les résultats de l'enquête sur le collège de Samara à Montpellier, parce que 2 jours d'exclusion pour la fille qui la harcelait, avec des faits qui se produisaient, des menaces sur les réseaux sociaux, des appels au viol, etc., c'est pas grand-chose. Et ça fait longtemps que les enseignants alertent sur le fait qu'un certain nombre de sanctions ne sont pas suffisantes. Plus de sanctions en amont, plutôt que de sanctionner très durement après, si j'ose dire. C'est ça. Oui, non, c'est important. Je partage le constat de l'ancienne ministre. Effectivement, on a senti que l'après-confinement a été terrible du point de vue du moral de notre jeunesse. Et je pense qu'ils ont été plus atteints parce que voilà, c'était en pleine à un âge où ils ne s'y attendaient pas, ils n'étaient pas adultes. Donc c'est un vrai constat. Et le constat aussi, pour revenir à des préoccupations très matérielles, c'est que moi, j'avais pas de psychologue à leur proposer très concrètement. Quand j'avais des élèves, c'était la première fois. Autant quelquefois, je pouvais dénicher, débusquer par ma pratique professionnelle des problèmes psychologiques chez un élève, mais là c'est la première fois que ceci l'exprimait clairement, y compris en classe entière. Donc je pense que ça a effectivement des conséquences. Le problème, c'est que les phénomènes qu'on décrit sont antérieurs, ils sont aggravés. On a une espèce on peut très bien trouver des précédents à tout ce qu'on décrit ici. On a des précédents il y a 20 ans. Le problème, c'est l'accumulation et c'est le fait. C'est important ce que vous dites. Oui. C'est pas forcément. On est un peu ébloui et pris aussi. C'est normal par l'émotion, mais c'est pas forcément nouveau ce que l'on observe. C'est pas forcément insolite, si j'ose l'expression, inédite. Le gang des crapuleuses, des filles qui racketaient d'autres filles en 2000 à Toulouse. On a énormément d'exemples. Dès les années 70, on sait très bien la violence. Maintenant, le problème, c'est que on a une crise sociale qui s'enquiste. Sur les solutions, je voudrais juste dire un mot sur la question de la mixité, parce que c'est un des combats de Najat Vallaud-Belkacem. La mixité sociale, à côté du collège de Samara, pas loin, vous avez un autre quartier pauvre de Montpellier qui s'appelle le Petit Bar, où en 2015, les mamans se sont mobilisées, principalement les mères, pour dire on veut de la mixité, on ne veut pas de ségrégation, on ne veut pas que notre collège soit uniquement celui de la cité. Et je trouve que c'est quand même intéressant, parce que notre société est de plus en plus polarisée, et ce combat pour la mixité sociale, c'est pas la seule explication, mais ça en fait partie.